Donc, quand on parle de l'ISR, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On a des investisseurs qui sont des investisseurs forcément qui sont donc des financiers, qui vont prendre des participations dans les entreprises sous la forme de titres de capital, de titres de dette, ou dans les États d'ailleurs, hein, dans la dette souveraine. Et donc le type de stratégie que ces investisseurs-là implémentent, on peut en distinguer, disons, trois types principaux. Le premier type de stratégie, c'est un peu la stratégie historique de l'investissement socialement responsable, c'est l'exclusion, qui peut être fondée soit sur des critères moraux, donc on avait les fonds religieux qui veulent ne pas participer à l'effort sur le développement des armes, ou bien ne pas sponsoriser l'industrie du jeu. Donc ça, c'est de l'exclusion sectorielle. C'est une part assez importante, notamment aux États-Unis, de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Et vous avez aussi une exclusion d'un autre type qui est fondée plutôt sur des normes internationales qui sont développées par des institutions du type organisation du travail, ou bien les organisations humanitaires qui essaient de développer des normes sur lesquelles l'ensemble de la communauté internationale s'accorde. Et donc il y a certains investisseurs qui décident que les entreprises qui ne sont pas en accord avec ces normes-là ne peuvent pas faire partie de leur portefeuille. Je vous en citerai un tout à l'heure, le fonds norvégien, par exemple, c'est un de ces gros investisseurs qui fait de l'exclusion normative. Donc voilà, l'exclusion, c'est un peu le boycott. Donc je suis un investisseur socialement responsable, je choisis de ne pas apporter mon capital aux entreprises qui ne sont pas en adéquation, soit avec mes principes moraux, soit avec les normes que je souhaite promouvoir. Le deuxième type de stratégie ISR, c'est ce qu'on appelle les stratégies best in class. Ce sont des stratégies dans lesquelles ce sont des stratégies qui sont plus, disons, mainstream, c'est-à-dire beaucoup utilisées par les investisseurs financiers qui essayent d'incorporer les facteurs ESG, d'environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme des signaux d'investissement sur les performances futures. C'est donc les investisseurs qui font du best in class vont choisir des portefeuilles plus ou moins diversifiés, mais dans lesquels ils vont, par secteur, en général par secteur, choisir les entreprises qui sont les meilleures en termes de la performance extra-financière. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de parier sur le fait que cette performance extra-financière va se matérialiser dans le futur en performance financière, et donc c'est un peu le carburant de cette stratégie, si vous voulez, ce type de pari. Troisième grand type de stratégie qui s'appelle les stratégies d'engagement. Qui indique que l'investisseur non seulement apporte son capital à l'entreprise, ses fonds à l'entreprise, sous forme encore une fois de capital ou de produits de dette, mais en plus va essayer par le dialogue, par le vote aux assemblées générales, par la participation au conseil d'administration, va essayer d'influencer directement le comportement de l'entreprise pour essayer de le faire améliorer. Par exemple, si elle voit qu'une entreprise ne respecte pas une certaine norme, elle va essayer de faire en sorte de discuter, dialoguer via les différents moyens possibles avec les dirigeants d'entreprise pour essayer d'expliquer pourquoi ce serait bien de respecter ces normes-là. Donc ça, c'est l'engagement. Hein, donc voilà. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres dans la nébuleuse de l'investissement responsable, vous avez beaucoup d'autres formes d'outils financiers et d'investissement, donc le microcrédit, les fonds thématiques, il y a des fonds de partage, il y a beaucoup d'autres outils, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus pour qu'on puisse discuter un peu. Donc juste pour ceux qui sont intéressés dans les transparents, dans les documents qu'on vous a donnés, vous aurez l'importance des différents types de stratégies, en Europe, donnée par le European Sustainable Investment Forum. Donc je passe rapidement. Alors, et pour en arriver au cœur de la discussion que vous avez déjà commencé. Donc, pourquoi est-ce qu'on a vu l'émergence de l'ISR, en fait? Au premier lieu, historiquement, en fait, c'était pour une raison éthique. Et c'est là où on revient sur les fonds religieux, le fait que certains fonds n'avaient pas envie, certaines personnes n'avaient pas envie, via leur placement, de favoriser le développement de certaines industries. Et donc, on commençait à faire de l'exclusion et on commençait, en tout cas, à prendre en compte dans leur investissement
des critères extra-financiers. Et ça, à mon sens, c'est presque la meilleure justification que vous puissiez avoir de l'investissement socialement responsable. Alors je sais que c'est pas la justification actuelle, comme vous l'avez rappelé, il y a certaines personnes qui essaient de montrer que l'investissement socialement responsable va surperformer, etc. On peut en discuter, on va en discuter, mais c'est beaucoup plus fragile. Hein. L'auteur a commencé à évoquer certains problèmes. Moi, ce que je pense, c'est que la meilleure justification de la finance responsable, c'est de dire que la gestion de fonds se fait au nom des individus. Les individus ont des préférences normatives, morales, et donc il est normal que ces individus-là exigent de leurs représentants, que ce soit les gestionnaires des institutions, donc les fonds de pension, les fonds mutuels, les placements, c'est normal que ces investisseurs finaux, qui sont le client final, essayent d'imposer leur valeur. Hein. Donc ça, c'est une motivation qui me paraît très importante, notamment vis-à-vis du fait qu'on a l'impression que dans je vais utiliser des grands mots, mais dans le capitalisme actuel, il y a une espèce de dissolution de la responsabilité. C'est-à-dire, alors tout le monde dit cette entreprise elle a fait ci, c'est horrible, elle a fait des licenciements par exemple boursiers, puis en fait si on regarde qui est le détenteur de l'entreprise, c'est un fonds d'investissement en capital, et si on regarde qui c'est qui détient l'investisseur en capital, c'est un fonds de pension, et qui c'est qui détient le fonds de pension, en fait c'est moi. Alors je vais te dire, il y a quelque chose qui va pas, quoi, parce que si d'un côté... Donc, c'est vrai que l'investissement socialement responsable amène à se poser la question de la responsabilité au sein des différents niveaux de délégation qui existent dans nos marchés financiers actuels. C'est une question très intéressante. Et la deuxième question, une des deuxièmes raisons pour lesquelles l'investissement socialement responsable s'est développé, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, et je pense que c'est aussi assez légitime, qui se disent qu'il y a de nombreux facteurs extra-financiers qui sont des gages de performance dans le long terme. Et ces facteurs extra-financiers qui sont des gages de performance de l'entreprise dans le long terme ne sont pas pris en compte par les marchés financiers aujourd'hui, pour des raisons peut-être de court-termisme ou d'inefficacité des marchés. Et donc c'est vrai qu'on peut penser que si les marchés financiers aujourd'hui ne reconnaissent pas, par exemple, une politique qui est respectueuse des populations, par exemple une entreprise minière qui n'est pas très respectueuse du bien-être des populations dans lesquelles cette entreprise va creuser ses mines, et puis on peut penser qu'au bout d'un moment, cette entreprise va avoir des problèmes pour avoir des nouveaux permis, etc. Et donc on peut aussi peut-être penser que les marchés financiers aujourd'hui ne font pas trop attention à l'influence de ce respect des normes sociales, par exemple. Vous voyez, donc si on est un gestionnaire de portefeuille et qu'on pense qu'il y a de nombreux indicateurs extra-financiers qui sont des gages de performance de long terme de l'entreprise, mais qui ne sont pas encore pris en compte par les marchés financiers, alors, encore une fois, ça a du sens de faire de l'ISR, et notamment du best-in-class. Hein. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver une très forte justification du best-in-class avec ce type de logique. Donc cette logique-là serait fondée sur une inefficience des marchés qui ne prend pas en compte, à cause de court-termisme, à cause de l'inefficacité, qui ne prend pas en compte la création de valeur de ces facteurs extra-financiers. Donc voilà les deux piliers principaux. Et en fait, souvent, ces piliers-là sont mélangés. Ils sont mélangés. C'est-à-dire que vous allez voir les institutions, si vous parlez aux professionnels de l'investissement responsable, vous allez vous rendre compte qu'ils souvent ils alternent entre les deux justifications. D'une certaine, si vous parlez à des investisseurs institutionnels, ils vont vous parler de leur responsabilité fiduciaire, et donc implicitement vous commencez à comprendre que eux, ce qu'ils recherchent, c'est que comme ils sont censés préserver l'intérêt financier de leurs clients, ils vont avoir une démarche qui est très liée à la création de valeur. Mais aussi, vous allez comprendre que, finalement, on est un fonds de pension, mais si on investit dans une entreprise sale et qu'il y a un gros scandale, attention, notre réputation va être mise en cause, on va peut-être perdre notre poste parce qu'on a aussi des syndicats qui sont dans le conseil d'administration du fonds de pension, et donc on voit ici revenir le côté plutôt éthique. Et donc en fait, c'est souvent, dans la pratique, c'est très rare de voir des investisseurs qui sont soit uniquement motivés par une des deux motivations. Donc pour vous donner un exemple d'investisseur responsable, j'ai choisi en fait le plus gros, et c'est là où on a c'est là où on sent que l'investissement responsable a vraiment
il y a quelque chose, quoi. C'est pas 5% du marché, c'est pas beaucoup, 10% ou 20%, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? On pourrait discuter très longtemps sur cette question. Ce que je vais vous montrer là, c'est que vous avez parmi les plus grands gestionnaires les plus grands investisseurs institutionnels qui sont en fait des investisseurs de la nébuleuse de l'investissement responsable. Donc j'ai choisi le plus gros, hein, le fonds norvégien. C'est pas compliqué, hein, le fonds norvégien, 800 milliards, peut-être plus maintenant parce qu'ils ont de plus en plus 800 milliards de fonds sous gestion, hein, ou 700, ou beaucoup. Un fonds qui détient en moyenne 2, 3, 4% des entreprises cotées dans le monde entier. Donc c'est un fonds très significatif. Ce fonds-là a un coût, avant d'investir dans une entreprise, fait passer tous les investissements dans les travaux d'un conseil éthique qui est dirigé par en fait un prof de droit et de philosophie. Et donc sans aucune considération pour la performance financière, ils commencent par se demander, tiens, est-ce que cette entreprise-là, c'est une entreprise que le peuple norvégien, c'est un fonds qui est donc contrôlé, dont la direction est contrôlée par le ministère de l'économie norvégienne, donc qui représente le peuple norvégien, si vous voulez. Et donc ils se demandent, est-ce que c'est une entreprise que les Norvégiens voudraient voir soutenue par leur capital. Et donc ce fonds éthique-là, il travaille. Donc ils ont des informations qu'ils vont trouver dans le domaine public, mais ils vont aussi faire des enquêtes, et faire des enquêtes qui peuvent être assez approfondies. Alors on peut toujours discuter, il y a certains qui vont considérer qu'il n'y a pas assez de fonds pour vraiment mener des enquêtes approfondies, mais je discutais avec le patron de leur fonds éthique et qui me disait qu'ils avaient des enquêteurs sur le terrain pour aller voir ce que font les entreprises qui sont en train d'être étudiées. Alors bon, il y a tellement d'entreprises que c'est difficile de tout contrôler, mais... Et donc ce fonds-là, norvégien, vous voyez, il publie des principes qui vont guider leur choix d'exclusion de certaines entreprises. Et donc ils rendent public, et c'est là où vous commencez à voir que ça va, même si le fonds il gère donc peut-être moins d'1 trillion de dollars par rapport à des trillions de dollars que constitue le marché financier, c'est pas beaucoup, mais quand vous avez un seul fonds, gros fonds comme ça, et qui va publier la liste d'entreprises qui ne sont pas aptes à être inclus dans le portefeuille, là vous commencez à voir que ça peut faire bouger les lignes. Et donc la liste des entreprises qui a été choisie pour être exclue du portefeuille est rendue publique, donc vous avez ça sur le site web, et souvent les choix de ce fonds-là vont avoir une influence sur le choix des autres fonds, parce que les autres fonds, après, s'ils investissent dans des entreprises que le fonds norvégien lui-même avait rejetées, ils sont un peu en porte-à-faux, donc on va leur poser des questions. Donc souvent, pour des raisons institutionnelles, disons, de nombreux responsables d'autres fonds vont suivre les exclusions qui sont réalisées par le fonds norvégien. Et donc, par exemple, en France, donc il y a eu Total qui a été sous enquête, quoi. Ils n'ont pas été exclus finalement, mais ils ont été étudiés par le fonds norvégien. Vous avez ici la liste des entreprises qui sont exclues. Pour vous donner une idée, en France, c'est Safran et Airbus qui sont exclus. Donc, vous voyez le type d'exclusion que ça fait, quoi. Et c'est là que vous voyez que c'est vraiment les valeurs, quoi. Vous dites, parce qu'en France, Airbus, nous, en plus, à Toulouse, si vous voulez, si on exclut Airbus, alors on est mal barré, parce qu'on a déjà 25 000 personnes qui sont au chômage à Toulouse, et donc on est là. Voilà ce que c'est aussi l'investissement socialement responsable et l'exclusion normative.